non, le sionisme ne peut pas être nationaliste, parce que le nationalisme, c'est la perte justement de la diversité de la création juive. Et assimiler en fait le destin du judaïsme à un État, c'est que quand cet État disparaîtra, si on a assimilé totalement ici, nous on n'a pas réussi à porter une voix juive antisioniste, réellement antisioniste, bah, le judaïsme va disparaître. Donc simplement pour dire que nous, notre combat d'être antisioniste, il est porté par notre judaïsme et pour la préservation de notre judaïsme. Je commence à devenir un peu émotif, mon excuse. Mais en fait, ça, la compréhension de peuple que crée la modernité n'est pas celle qui a été véhiculée pendant 2000 ans par la population juive. Et cette assimilation dans la modernité, si elle continue, et si justement on nous enlève la possibilité d'être antisioniste à des fins stratégiques, excuse-moi de le dire, mais on perdra quelque chose, et au final, on perdra la proposition de diasporique du judaïsme, d'être anti-étatique à tout moment. Bonjour à toutes et à tous. Nous aimerions discuter avec vous d'une question qui est en ce moment sur toutes les lèvres, malheureusement ou heureusement, celle du rapport entre l'antisémitisme et la gauche. Pour en discuter, nous accueillons Ludivine Bantini. Bonjour. Bonjour. Tu es historienne, tu as publié des livres sur la Commune, sur l'ensauvagement du capital, sur la menace fasciste, sur la jeunesse, en histoire contemporaine. Et tu as récemment co-signé un texte relayé par Au Poste et Mediapart le 17 juin 2024 et qui s'intitule « Réponse collective à une infamie » sur l'accusation d'antisémitisme portée contre LFI. Pour commencer, Ludivine, est-ce que tu peux nous raconter le chemin d'écriture de cette tribune, s'il te plaît ? Oui, ça fait des mois qu'on entend cette calomnie à nos yeux. Même on peut considérer que ça fait des années qu'il y a cette accusation. Moi, je suis pas à la France Insoumise. Parfois, je participe à certaines de leurs formations dans le cadre de l'Institut La Boétie. J'avais rejoint aussi le Parlement de la NUPES à l'issue des élections présidentielles de 2022. Mais c'est pas vraiment ma culture politique. Moi, je suis plutôt marxiste-libertaire. Et y compris, voilà, quand la France Insoumise s'était constituée, voilà, même la notion de France, insister sur la France, bon, j'ai une culture plutôt internationaliste et ça m'avait pas forcément convaincue. Mais aujourd'hui, voilà, je pense que c'est une gauche sincère, une gauche qui prône la justice, l'égalité, l'émancipation. Et il me semble que le déversoir de calomnie, pas seulement sur cette question d'antisémitisme, mais singulièrement là-dessus, est parfaitement injuste, parfaitement inacceptable. C'est une manipulation politique, d'une part. D'autre part, j'entends bien que des personnes d'abord et avant tout, mais pas seulement des personnes directement concernées par l'antisémitisme, aient pu se sentir heurtées, blessées. Donc il s'agissait aussi de lire ces personnes, de les écouter, de travailler vraiment, parce qu'il y a beaucoup de textes, évidemment, qu'elles produisent dans un courant à la fois antiraciste et de lutte donc, contre ce racisme singulier qui est l'antisémitisme. Donc on l'a fait vraiment collectivement, de lire, d'écouter, de discuter avec les personnes qui sont intègres, qui sont honnêtes, et on a voulu prendre en compte cette dimension-là, en soulignant que l'antisémitisme fait partie des racismes dans la mesure où ils sont aussi structurels, qui sont systémiques, qui traversent toute la société, que l'histoire de la gauche n'est pas exempte de ce rapport au racisme et à l'antisémitisme, on le sait bien, que donc il ne s'agit pas de balayer tout ça d'un revers de main, il ne s'agit pas du tout de dire que ces personnes-là seraient paranoïaques, non. Donc il fallait tenir cet équilibre, je dirais, entre trois pôles, entre le pôle de l'infamie abjecte, qui est une construction politique, politicienne, idéologique, qui consiste à détruire politiquement, mettre à mort politiquement cette organisation parce qu'elle est combative, parce qu'elle lutte depuis des années aussi contre l'islamophobie, parce qu'elle est extrêmement ferme sur ses positions dans le soutien au peuple palestinien, qu'elle dénonce ce qui se passe à Gaza comme un génocide. Ça, c'est le premier pôle. Donc en fait, les macronistes et en fait tout un univers politique qui va de la Macronie jusqu'à l'extrême droite la plus violente, et elle-même souvent à socle antisémite, s'acharne sur LFI, avec cette espèce de syntagme terrible, LFI parti antisémite, LFI premier parti antisémite de France. Le deuxième pôle, c'est les personnes qui finissent par croire que c'est vrai, qui, à force de l'entendre quand même répéter dans les médias, comme encore une fois un flot ininterrompu, parce que toutes les digues ont sauté et tous les repères ont été brisés.
Voilà. Et puis le troisième pôle, c'est encore une fois certaines personnes juives qui considèrent qu'il y a un problème et que donc il faut y répondre de manière précise, solide, argumentée, mais aussi la plus honnête possible. Ok. Adam Mittelberg, tu es philosophe. Tu es militant au sein du collectif Tzedek, un collectif de juifs et juives décoloniaux luttant, je cite votre manifeste, contre le racisme d'État en France et pour la fin de l'apartheid et de l'occupation en Israël-Palestine. Vous vous dites en rupture avec les discours promulgués par les institutions juives censées nous représenter. Avant de vous interroger sur le fond, est-ce que vous soutenez cette tribune? Je sais que vous ne l'avez pas forcément signée personnellement, mais est-ce que Tzedek en tant que collectif la soutient? Oui, déjà, juste pour dire, je ne suis pas Adam Lalou qui a signé la tribune, mais donc oui, bien sûr qu'on la soutient pour plein de raisons, parce que donc, cette idée d'antisémitisme de gauche qui était un petit peu, qui a beaucoup été utilisée notamment par des groupes qu'on appellerait, en tout cas nous, qu'on appelle des sionistes de gauche, pour ne pas les nommer, qui en gros a essayé de garder cette idée d'un antisémitisme d'atmosphère et même en fait presque absolu qui serait partout ici et qui ne ferait que taper à certains endroits comme, peut-être pas comme la peste, mais qu'on ne pourrait pas la combattre réellement. Et bien en tout cas la tribune qui est écrite, c'est vraiment dans une volonté matérielle d'essayer de la combattre parce qu'il y a des leviers pour essayer de la combattre. Peut-être que Bon, on peut continuer, excusez-moi. Ok, ouais, mais bien sûr, mais de toute façon, on reviendra à ces idées, ne t'inquiète pas. J'aimerais juste qu'on rappelle un petit peu la réalité de l'antisémitisme en France actuellement. On a vu une multiplication des actes antisémites qui ont quadruplé depuis le 7 octobre, passant de 436 en 2022 à 1676 en 2023. Notamment depuis le massacre du 7 octobre. Donc, il y a aussi un maintien des préjugés anti-juifs. Pour n'en citer qu'un, le rapport pour l'année 2022 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme relève que 38% des Français interrogés considèrent que les Juifs font, je cite, un rapport particulier à l'argent, un chiffre qui monte à 54% chez les sympathisants du Rassemblement national. Des circonstances qui poussent l'historien Pierre Birnbaum à parler d'un nouveau moment antisémite qui pourrait s'apparenter, se comparer dans une certaine mesure à la période de l'affaire Dreyfus, donc, qui avait conduit à des pogroms, à un déferlement de haine antisémite. Est-ce que vous partagez tous les deux ce constat d'un moment antisémite actuellement et comment vous qualifieriez cette période qu'on est en train de traverser Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment un moment plus particulier que d'autres. Il y a toujours eu des moments antisémites, et il y a surtout toujours eu, en tout cas en France, des instrumentalisations de l'antisémitisme. Et je pense qu'aujourd'hui, et notamment de manière électoraliste, mais à l'envers, comme le propos est donné, il y a un vrai moment d'utilisation et d'instrumentalisation de l'antisémitisme tant à des fins d'ostracisation de certains militants antiracistes, de certains militants pour la Palestine, et ensuite à des fins électoralistes pour dédiaboliser certaines franges, notamment le RN, et d'ailleurs la Macronie qui elle aussi jouait énormément avec cette instrumentalisation. L'un des problèmes en France, c'est que tous les actes, en tout cas antisémites, et surtout les plus visibles, les plus violents, sont toujours pris avec une connotation instrumentale très violente, notamment pour parler du viol d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie. La réaction a tout de suite été d'une ignominie de reprendre tout de suite le propos pour le retourner, avec cette idée raciste, sans avoir d'ailleurs ni l'aval de la famille, ni l'aval en gros pas de la police, mais surtout de la justice, parce que c'est quand même des fuites de la police qui amènent ces détails, simplement à des fins électorales, mais encore une fois, comme tu disais, juste pour continuer à taper sur l'AFI, qui serait ensuite cette première antisémitisme. Mais peut-être je dérive de la question, mais le propos c'est de savoir, mais quelles sont leurs politiques? Est-ce que leurs politiques structurellement sont antisémites ou non? Est-ce qu'ils proposent des positions antisémites? Est-ce que au-delà de leurs petits propos qui des fois choquent, parce qu'il faut aussi écouter, je pense, les émotivités de certaines personnes, même s'il faut déconstruire qu'est-ce qu'on entend par antisémitisme, qu'est-ce qu'on entend en fait par imbécilité ou par mépris, parce qu'il y a aussi beaucoup de mépris de par Jean-Luc Mélenchon, il a quand même une certaine prestance et des fois il parle à des personnes de haut. Mais
en gros, je m'excuse, je sais plus exactement ce que c'était la question, mais la question c'est surtout, parce que là j'aimerais juste qu'on reparte un petit peu sur les faits, pour prendre au sérieux la question de l'antisémitisme, avant évidemment de parler de son instrumentalisation, pour essayer de savoir un peu les gens qui écrivent tout ça, les gens qui pensent tout ça, toutes ces tribunes, etc., parfois très agressives contre la gauche. Je pense que ça part d'une vraie sensation qu'il y a une augmentation de l'antisémitisme, et donc c'est pour ça que j'avais envie d'abord qu'on pose un peu ces bases pour comprendre cette inquiétude. Je vais juste dire un mot pour pas que moi je me perde trop, c'est que la bataille contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme est une bataille contre l'antisémitisme en lui-même. Et plus on combattra cette instrumentalisation, qui est à quelque part antisémite, parce que c'est un philosémitisme assez, comment on dit, qui vassalise la communauté juive, qui la prend pour faible, ça est déjà un combat contre l'antisémitisme et permettra aussi de désassembler ce que fait l'État français en ce moment, d'assimiler en fait la population juive, le destin de la population juive avec le destin de la République, et en gros de le mettre en porte-à-faux de tous ceux qui méprisent de plus en plus l'État et ses politiques, en fait, de ces politiques ultra-violentes de manière sociale, ultra-violentes de manière politique, ou même de manière démocratique. Enfin, ce qu'on porte à Tzedek, c'est que bien sûr qu'il y a de l'antisémitisme violent, actif, qui touche des personnes, et il faut à chaque fois qu'il y a ces positions, les appeler, mais il faut dans le même temps en fait combattre son instrumentalisation, justement pour que cette assimilation puisse enfin être décousue, et puis pour que les associations antiracistes juives, ou en tout cas qui combattent l'antisémitisme, puissent elles avoir leurs propres moyens pour se dédouaner complètement de la République et pour prendre en main leur destin. Et d'ailleurs, vous écrivez dans votre manifeste « L'État français et sa politique assimilationniste continuent, je cite, d'abîmer les juives et juifs, ni trop visibles, ni trop barbares. Nous sommes acceptables à condition de rester des victimes éternelles pour permettre à l'État de se rêver comme notre protecteur. » Exactement. C'est la continuité du décret Crémieux, en gros. C'est plus ou moins ça. Donc c'est une prise en otage, selon toi, des juifs par des juives, par des personnes non juives et non juives, qui ne s'intéressent pas sincèrement à cette question, c'est ça que tu veux dire? Qu'elles soient juives ou non, c'est pas vraiment le point, parce que un juif ne décide pas du destin entier du judaïsme, bon, si ce n'est Moïse ou d'autres figures bibliques, mais l'une des particularités, toutes les religions ou les identités ont des particularités, mais du judaïsme, c'est quand même de proposer une anti-étaticité, d'être un peuple diasporique, un peuple qui s'est construit sur une histoire de partage des cultures. Les juifs ne parlent pas la même langue, ont des cultures, des rituels différents, et pourtant ils se reconnaissent de loin. Et ils n'ont pas... D'ailleurs, c'est des travaux qui sont faits aujourd'hui pour essayer de désioniser le judaïsme, qui a malheureusement perdu dans cette fuite en avant de l'impérialisme et du colonialisme dans lequel il est rentré depuis le sionisme, mais c'est vraiment essayer de sortir de ce nationalisme juif qui, je ne veux pas dire qu'il le pervertit, parce que c'est toujours en fait des conflits internes de qui prend le pouvoir ou qui réussit à influer simplement des positions politiques, j'ai envie de dire, humanistes, plurielles, divers, et qui permet la vitalité, mais c'est surtout de permettre à faire revivre cette identité vraiment qui n'a pas un centre. Israël n'a, pendant 2000 ans, pas été le centre. Enfin, la Palestine n'a pas été le centre du judaïsme pendant plus de 2000 ans, et pourtant, le judaïsme a émergé comme culture, comme intelligence, comme littérature, de manière merveilleuse. Et ce que fait tant l'État français que le sionisme, ce qui veut dire l'assimiler à des discours politiques, l'assimiler à des projets politiques qui auront une fin, mais ça, c'est la priver de toute l'énergie qu'elle peut donner, en fait, et même, j'ai envie de dire, aux élans révolutionnaires, aux élans d'opposition politique, aux élans, en fait, simplement antinationalistes. Je m'arrêterai là, je pense. Et d'ailleurs, c'est vrai que la naissance de l'antisionisme naît dans la communauté juive elle-même. Orthodoxe, principalement. Orthodoxe, ouais. Mais alors, pour revenir au... Oui, justement, pour revenir aux faits et au moment, qu'on traverse actuellement, si tu peux répondre à la question, parce que là on a un peu dérivé. Non, mais donc la question c'est le moment antisémite, est-ce qu'on traverse un moment antisémite
et la recrudescence de l'antisémitisme, bon, c'est évident. Je vais y revenir un peu plus précisément. Bon, l'antisémitisme, qu'est-ce que c'est? Adam vient de le rappeler aussi en partie. Ça peut aller de menaces, d'insultes, d'intimidation, jusqu'au crime, jusqu'au meurtre. D'autres crimes d'ailleurs que le meurtre ou l'assassinat, on l'a vu donc avec cette jeune fille violée parce qu'elle était juive. On l'a vu bien évidemment dans le cas de l'assassinat dans l'affaire Ilan Halimi, pour Mireille Knoll, etc. Ça, c'est, voilà. Et donc en fait ce qui s'est passé, je pense que ça peut expliquer les propos de Jean-Luc Mélenchon que nous récusons, nous réfutons dans notre article. Il a parlé d'un antisémitisme résiduel. Nous pensons qu'il n'est pas résiduel, mais je pense qu'on peut quand même éclairer ce qu'il a voulu dire ou pourquoi il l'a dit. Parce que évidemment, c'est quelqu'un de cultivé qui a quand même des références historiques. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000-2010, toutes les études montraient que l'antisémitisme avait énormément décru. Et je me souviens très bien de travaux d'Esther Benbassa, qui est une historienne, anthropologue, qui a beaucoup réfléchi à l'histoire du judaïsme et qui s'intéresse de très près aussi à l'antisémitisme et ses évolutions. Voilà, ces travaux disaient que l'antisémitisme avait été remplacé par l'islamophobie. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé, pas seulement depuis le 7 octobre, mais déjà au tournant des années 2018-2019. Il y a eu évidemment la monstrueuse attaque antisémite contre l'école Ozar Torah, et donc ces enfants qui sont morts justement du fait d'un meurtrier antisémite. Et là, à partir de là, on a pu constater que ces actes antisémites s'accroissaient. Et désormais, c'est aussi le cas depuis le 7 octobre, bien évidemment. Donc, on ne peut absolument pas nier cette réalité. Jean-Luc Mélenchon, dans ses propos, voilà, il évoquait plusieurs choses. Je crois qu'il disait aussi que, en fait, si on le reprend dans un ensemble, notamment, il y a aussi des actes islamophobes qui sont très graves. On peut considérer que même si, alors certains ont dit résiduel, ça veut dire qu'il persiste. Comme quand on dit le chômage résiduel, ça veut dire que ça persiste, quand même on voudrait l'éradiquer. Bon, je ne sais pas si on peut faire cette analyse sémantique comme ça, mais même si ça a énormément diminué par rapport aux périodes monstrueuses, il faut se rappeler ce qu'étaient les années 1890-1900, et même encore après la réhabilitation d'Alfred Dreyfus en 1906 ou 1904, il y a eu une telle haine contre Dreyfus qu'il a failli être assassiné dans un attentat. Et bien évidemment, les années 30, bien évidemment, la période génocidaire de la guerre dont ont été complices des dirigeants français. Donc il y a cette recrudescence récente et en même temps une diminution générale, mais bien sûr qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport justement au fait que cet accroissement est réel, il est documenté. Si je peux réagir. Il y a quand même, en tout cas, peut-être pour revenir un petit peu, moi je m'égare souvent, je m'en excuse, mais faut aussi faire attention avec l'utilisation de ce qu'on appelle l'antisémitisme, et notamment quand on voit donc, les différents sondages, notamment de l'UEJF, qui dit que je crois 90% des étudiants juifs ont été victimes d'actes antisémites, et voilà, où quand en fait on ne donne la voix qu'à une partie de la population juive qui est politisée, qui utilise, qui quand même a une vision de l'antisémitisme qui lui a été utilisé en fait. C'est pas pour dire que forcément leur émotion est mauvaise et qu'il ne faut pas l'entendre, mais surtout ce que je veux dire, c'est qu'elle a été utilisée en amont, elle a été forgée en amont pour montrer que tous les mouvements par exemple pro-palestiniens, sont antisémites. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui disent que voir un drapeau palestinien, pour eux, c'est de l'antisémitisme. Et en fait, mais c'est juste le jeu médiatique qui a été incessant d'assimiler en fait les mouvements pro-palestiniens, le soutien au peuple gazaoui et à simplement à la justice entre la mer et le Jourdain qu'on sort de l'apartheid, qui a été assimilé en fait à de l'antisémitisme permanent, c'est simplement rentrer en fait dans ces personnes qui l'ont entendu. C'est-à-dire que en fait je crois qu'il faut être très ferme sur le constat documenté que l'antisémitisme progresse de nouveau, d'une part, et d'autre part, c'est certain que Darmanin y a participé. Darmanin lui-même qui a tenu des propos très clairement antisémites dans son livre consacré à la période de Napoléon, etc. Mais le même Darmanin a contribué à jeter le doute
sur les statistiques, et ça je trouve que c'est très grave, sur les chiffres, puisque en fait lui-même a assimilé des critiques, comme tu le disais Adam, des critiques, des actes, des prises de position sur la Palestine, en soutien au peuple palestinien, à de l'antisémitisme. Et ça on l'a vu depuis des années, depuis au moins 10 ans, voire 15, y compris avec Manuel Valls, cette manière qu'a eu le sommet de l'État français de dire, en fait, l'antisionisme est un antisémitisme. Ça, c'est très grave. Donc, du coup, je rejoins complètement ce que disait Adam tout à l'heure sur le fait que la lutte contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme est une lutte contre l'antisémitisme. Parce que ce qui est très grave, c'est qu'à force de jeter des accusations mensongères, on en vient à relativiser l'importance de l'antisémitisme. On en vient à relativiser en particulier le fait qu'on ne peut pas jeter la dérision sur l'antisémitisme, enfin sur, voilà, mais alors, ah oui, ben ça, mange tes morts, est-ce que c'est antisémite? Cette cafetière, est-ce qu'elle est antisémite? On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que ce sont des gens qui sont lassés de voir cette accusation sans cesse reprise, mais pour autant, en faisant ça, ces personnes quand même jettent une forme de menace et de danger en niant complètement, enfin disons qu'en ironisant sur l'antisémitisme, ça peut le minorer aussi. Et je crois que par ailleurs, ces stéréotypes sur l'antisémitisme, ils circulent y compris de la part de celles et ceux qui voudraient sincèrement lutter contre l'antisémitisme. Et je pense à cette fameuse soirée organisée par Bernard-Henri Lévy avec le linguiste Jean-Claude Milner. C'était quand même un moment que j'ai vu comme terrible en fait, vraiment terrible, même si on peut en sourire tellement c'est caricatural, hein, je comprends qu'on en sourie, mais on est partagé. Alors voilà, donc je vais 2 points et j'allais, voilà, mais en effet, c'était, donc il a organisé un grand raout sur l'antisémitisme, et évidemment c'était en grande partie pour taper sur la gauche supposément antisémite. Il a d'ailleurs invité une espèce de suprémaciste, l'équivalent du suprémaciste blanc, l'équivalent du Zemmour britannique. Il y avait parmi les invités qui se sont succédés sur la scène, le linguiste Jean-Claude Milner. Et Jean-Claude Milner a tenu ses propos abjects qui reconduisent complètement un stéréotype antisémite infâme. Il a dit « Ah, je lis beaucoup taxer les riches ». Donc évidemment, qui dit ça? La gauche. Hein, bon. Taxer les riches, oui, mais en fait, taxer les riches, c'est antisémite, puisque les juifs sont riches, et que les riches sont les juifs. Et c'est incroyable que personne sur cette scène, mais c'est un préjugé antisémite qu'il a ici reconduit. Je voulais reparler aussi en 2 mots de ce terrible crime qui s'est déroulé à Courbevoie avec ce viol de cette jeune fille parce que juive. Jean-Luc Mélenchon a dit à quel point c'était abject, abominable, et que ça participait complètement, évidemment, de ce qu'il a nommé le racisme antisémite. Et là, l'ICRA lui a attrapé la veste pour lui dire « Jean-Luc Mélenchon, vous n'êtes pas capable de dire les mots, c'est-à-dire antisémitisme. » Alors qu'il avait dit que c'est du racisme antisémite. Je trouve ça... là, on est dans une espèce de fuite en avant, hein, tu le disais aussi, c'est vraiment... Ces gens sont en roue libre et participent quand même directement de l'affaiblissement de la lutte contre l'antisémitisme, dans la mesure où ils deviennent tellement caricaturaux que certains ridiculisent ces institutions qui se disent représentatives des Juifs et des Juifs de France, mais qui ne le sont absolument pas, et beaucoup s'insurgent de toute leur force et même de tout leur être contre ce que raconte le CRIF et ce que raconte la LICRA en prétendant qu'ils seraient représentatifs des Juifs et des Juifs de France. Donc c'est extrêmement grave aussi, et le travail de sape qu'ils mènent. On a le sentiment, c'est Timothy Snyder qui disait ça, et je trouve qu'elle est amusante son concept, c'est l'idée d'avoir affaire à des schizofascistes, c'est-à-dire des gens qui sont par exemple antisémites parce qu'ils l'instrumentalisent pour décrédibiliser une partie de la gauche, mais le font au nom de l'antisémitisme. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que c'était en fait hyper dangereux, voire peut-être antisémite, d'être à ce point stratégiquement philosémite. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est pris dans une situation hyper compliquée où c'est très difficile de penser parce que y a des gros dispositifs qui nous enferment, puisque évidemment, comment tu peux lutter contre un antisémitisme instrumental qui est en fait posé comme une défense des Juifs, du fait que, d'une certaine manière, il y a une essentialisation de la condition des Juifs
par des appareils d'État et par des gens dans le gouvernement. Et ce qui fait que du coup, quand Mélenchon dit il y a un antisémitisme résiduel, en un sens on comprend ce qu'il veut dire, enfin voilà, il veut dire il y a plus d'antisémitisme d'État par exemple, mais en même temps ce que vous dites tend à dire que en fait il y en a un, mais encore plus larvé, encore plus inversé, encore plus bizarre, et du coup c'est très difficile de se demander mais alors comment on fait pour lutter simultanément contre certes des préjugés culturels que tout le monde a, des blagues antisémites qui sont pas un programme antisémite, mais les gens sont cons. Un antisémitisme, disons, culturel, disons, blague, ordinaire. Un antisémitisme programmatique, avec des textes écrits, avec l'idée d'une gestion de la question juive bien précise, etc. Et un antisémitisme qui vient d'en haut, c'est-à-dire qui est organisé ou soit discursivement par l'État, soit légalement, juridiquement, etc. Et je pense que quand Mélenchon dit c'est résiduel, il veut dire ça vient pas de l'État. En gros, il veut dire il en reste bien sûr de manière immanente dans la culture collective parce que ça disparaît pas 1000 ans d'antisémitisme. Mais d'une certaine manière, la critique que vous faites de l'instrumentalisation, de la critique, de la dénonciation de l'antisémitisme, fait dire que, d'une certaine manière, l'antisémitisme vient aussi de l'État. Et du coup, pour moi, c'est très compliqué de dépatouiller de ces différents niveaux d'articulation d'antisémitisme. Et j'ai l'impression que le meilleur concept, c'est de dire, on va faire des schizofascistes, c'est-à-dire des gens qui, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, d'une certaine manière, reconduisent une essentialisation des juifs et surtout, en les instrumentalisant, produisent une situation conflictuelle dans la société dangereuse. Mais qu'est-ce que vous pensez de comment organiser le niveau de sens du mot antisémitisme, de sorte de voir les champs d'application de ce concept, pour éviter justement de tomber trop facilement dans mais lui il m'a fait une blague sur les juifs, donc c'est un antisémite au même titre que celui qui tue ou qui viole, ou etc. Comment on fait pour articuler ces différentes strates, niveaux de formes d'antisémitisme? Et je me permets juste de compléter ta question vas-y. À une échelle beaucoup moins élevée intellectuellement, mais est-ce qu'on pourrait pas revenir tout simplement au droit, à la question du droit, à la question de ce qui passe sous le coup de l'inculpation d'incitation à la haine raciale et ce qui ne passe pas sous ce coup, puisque en fait, quand on regarde ceux dont sont accusés le LFI, c'est le fait par exemple de parler de génocide pour qualifier la riposte militaire israélienne à Gaza, c'est le fait de brandir le drapeau palestinien à l'Assemblée, c'est un ensemble de faits qui sont assez lointainement des appels à la haine raciale, alors que du côté du Rassemblement national, c'est des propos purement antisémites, comme ce que a pu tweeter par exemple un des candidats de l'alliance LRRN, Louis-Joseph Péché, qui dit « Juif qui parle, bouche qui ment ». Le candidat RN Joseph Martin qui disait le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah et qui a été d'ailleurs réintégré dans le parti RN hier. Et du coup, est-ce qu'on peut pas distinguer, mais évidemment la question de Blaise, j'essaye de la compléter, mais est-ce qu'on peut pas tout simplement distinguer à partir du droit en fait, à partir de la question du droit? Oui. Déjà, l'un des premiers points, c'est rappeler déjà que l'antisémitisme est un racisme au même nom que tous les autres, et est une hiérarchisation des races, déjà une racialisation de certains peuples, puis une hiérarchisation avec en gros une vision péjorative ou amoindrie de certains qui seraient biologiquement ou par nature, essence, selon les constructions qui seraient moins bonnes que d'autres ou plus élevées que d'autres. Donc déjà, déjà, je pense que le premier point, c'est de rappeler que l'antisémitisme est un racisme. Tous les racismes sont spécifiques, tous les racismes ont une histoire, mais l'antisémitisme fait partie. Et c'est en ça, je pense que la LICRA et le CRIF sont encore complètement perdus d'essayer de trouver partout de l'antisémitisme en oubliant même le fait que c'est un racisme. Et aussi pour revenir avec cette idée résiduelle, et en fait même pour pouvoir un petit peu là les cadrer, c'est qu'aujourd'hui, par rapport notamment à l'État, les premiers qui sont victimes de racisme ne sont plus les juifs. C'est vrai. Aujourd'hui, le racisme en France, il est contre les musulmans, il est contre les arabes, il est contre les noirs. Et eux sont sur le plan systémique, tu veux dire? Sur le plan systémique, mais même sur le plan des violences. Est-ce que c'est pas l'idée du résiduel résiduel en creux qu'exprimait Mélenchon, même s'il ne l'a pas dit comme ça? Mais c'est surtout ça en fait. L'antisémitisme persiste, mais aussi en creux.
c'est surtout qu'en gros, il y a et là-dessus, enfin, un petit peu avec ce que tu disais, Ludivine, et aussi pour citer Reza Ziad Ibrahimi, c'est que les systèmes d'oppression des juifs qui ont été utilisés par les États, simplement, ne prennent plus les juifs aujourd'hui, prennent les musulmans. Et c'est un petit peu en ça de dire que l'État a changé de bouc émissaire premier, mais garde en fait ce même fond antisémite qui lui est résiduel et qui est une utilisation. Donc, quand on dit résiduel, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a plus d'antisémitisme. Et là-dedans, moi je mettrais justement peut-être pas les catégories, je ne veux pas dire qu'est-ce qui est plus antisémite ou qu'est-ce qui est les moins, mais en gros, qu'est-ce qui est directement, enfin, qui structurellement attaque violemment des personnes et qu'est-ce qui est justement une utilisation. Donc le résiduel structurel de l'État, lui, serait justement dans cette utilisation qui reste un antisémitisme. Et ensuite, on a, en restant dans l'État, là on a un racisme qui est direct, qui est violent, par la police, vraiment par des systèmes, là on peut le dire, par une ostracisation des populations, des apartheids sociales aussi, des moyens matériels pour mettre sur le banc de la société toute une partie de la population. Et ça, aujourd'hui, oui, ils ne sont plus vers les juifs. Mais ils restent dans la société encore, et notamment par l'association entre soit sionisme et judaïsme, en tout cas antisémitisme et antisioniste, joué par les médias et toute la classe politique. Et de l'autre côté, je crois que je me suis perdu là-dessus, donc je n'arriverai pas à le retrouver. Mais en gros, c'est par ce pan-là, et voilà, et aussi par en fait, le reste résiduel qui est resté de la France antisémite, historiquement, je veux dire. Là, vit toujours un antisémitisme violent. Et je veux juste finir sur un dernier point. On entend beaucoup parler de ce nouvel antisémitisme, comme si, en gros, avec la guerre en Palestine, israélo-palestinienne, il y aurait eu une résurgence, la création d'un nouvel antisémitisme par les populations musulmanes, et notamment, il y a Netanyahou joue avec ça, avec cette idée que Hitler serait allé voir le grand moufti de Jérusalem et c'est lui qui lui aurait donné. Ce qui est complètement faux. Oui, voilà. Ouais. Mais le point, c'est surtout la question, mais structurellement, cet antisémitisme, c'est le même. C'est un antisémitisme qui pense que les juifs contrôlent le monde, qui pense que les juifs contrôlent tous les systèmes de pouvoir, et donc mettre des personnes dans des situations d'appauvrissement, dans des situations de violence. Et donc, il y a un retournement. Donc, nous, ce qu'il faut qu'on combatte, c'est bien cette utilisation-là. Je m'arrêterai là-dessus. Pardon. Ludivine, tu veux réagir? Oui, alors déjà première chose, c'est un détail avant de venir au fond très important et très dense de vos questions. Sur résiduel, il me semble aussi que dans la note de blog de Mélenchon, lorsqu'il a évoqué ça, c'était pour dire que, en particulier dans les manifestations en soutien au peuple palestinien, on ne peut plus parler d'antisémitisme parce que souvent c'est brandi, souvent c'est l'idée que dans ces manifestations il y aurait une haine des juifs. D'ailleurs, il y a un éditorialiste de CNews qui a dit de Rima Hassan en particulier qu'elle aurait la haine des juifs chevillée au corps. On a trouvé ça vraiment abominable de dire une chose pareille alors qu'elle est extrêmement claire, extrêmement ferme dans sa lutte contre l'antisémitisme. Il y a quelques années, qui disait que les Arabes têtaient l'antisémitisme à la naissance. Voilà. Donc, et ce parce qu'elle a dit du Jourdain à la mer, qui est un slogan pour parler de l'État binational. On pourra, on pourra y revenir parce que ça fait, c'est évidemment, comme on a essayé de le dire l'un et l'autre, c'est absolument central dans l'accusation qui est portée contre LFI à propos de l'antisémitisme, c'est la position sur Gaza et sur la Palestine de manière plus générale. Mais je crois encore une fois que l'un des tournants majeurs qui explique le déversoir contre LFI, c'est quand même sa participation à la marche contre l'islamophobie en 2019, qui a fait que, on a considéré que Mélenchon s'était perdu là, et là il y a eu une monstrueuse avalanche de critiques extrêmement injustes contre LFI. Bon, alors après, il y a deux choses. Il y a la question du droit, et je pense que tu as raison, en fait, Émile, de vouloir te placer sur ce terrain, même si, pour notre part, par exemple, dans le texte, on ne l'évoque qu'à la fin. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire « Ah, regardez, LFI n'a jamais été condamné sur la question de l'antisémitisme, donc ça prouve qu'il n'y a pas d'antisémitisme. » Parce qu'on sait très bien que la justice étant ce qu'elle est, la justice de classe étant ce qu'elle est, c'est pas un absolu. Donc, moi, je suis d'accord avec les personnes, notamment premières et premiers concernés, qui disent il faut arrêter avec cet argument de il n'y a pas de condamnation, parce que à ce titre, il y a plein de racistes qui passent sous les radars, etc. Donc, c'est un argument qui me semble bien sûr important.
et qu'il s'agit d'évoquer, parce que c'est le contraire en termes de droit pour ce qui concerne LFI. Mélenchon a été non seulement acquittés dans le procès que lui faisaient Kosciusko Morizet, Jean-François Copé et Alain Juppé, mais eux ont été condamnés parce qu'il avait accusé d'antisémitisme pour préjudice moral. Et la chaîne CNews a été aussi condamnée à accorder à LFI un droit de réponse parce que sur CNews avait été proférée la calomnie sur laquelle il s'agit d'un parti antisémite, LFI. Bon, ça c'est sur le plan du droit, mais encore une fois, nous, on va pas quand même considérer que c'est la référence absolue. Alors, ce que tu dis, Blaise, est évidemment très très intéressant et ça suscite beaucoup de débats très passionnés, très vifs et des controverses aussi, y compris parmi nous en tant qu'amis et camarades, sur notamment la question du philosémitisme. On le sait, hein, la manière dont ce concept est forgé peut paraître à la fois pertinent, mais est aussi très critiqué. Parce que, est-ce que forger cette catégorie pourrait aussi basculer vers un problème là aussi d'essentialisation? Bon, il s'agit de considérer que, comme l'a très bien rappelé Adam, en fait, l'État français a longtemps été antisémite, puis serait devenu, au contraire, toujours finalement antisémite dans la manière qu'il a d'essentialiser, de catégoriser, de mettre à distance et mettre à part les juifs et les juifs de ce pays, tout en voulant, soi-disant, les soutenir, etc. Je comprends que ce terme existe politiquement comme une catégorie politique, mais il est en soi potentiellement dangereux. Et je pense en tout cas, oui, il faut très très nettement distinguer des meurtres, des crimes et de manière générale des violences, des intimidations, des stéréotypes antisémites d'une part, et d'autre part cette catégorie de philo-antisémitisme de la part de l'État, je sais pas, de Macron, de Valls, etc. aujourd'hui, tout comme peut-être Crémieux hier, même si quand même le décret Crémieux, enfin moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que évidemment il a été problématique dans la mesure où il cherchait à isoler les populations autochtones, enfin en tout cas les cloisonner, et isoler en particulier dans une logique qui était non seulement raciste mais racialiste. C'était un système hiérarchique avec l'explicitation selon laquelle il y aurait eu des races supérieures et des races inférieures. On a même du mal à prononcer ces mots, mais c'était les mots de Jules Ferry par exemple, on le sait. Et le décret Crémieux a consisté à dire voilà, il y a les musulmans, les arabes, etc., c'est la race inférieure, et puis il y a les juifs qui ont le droit de devenir citoyens français. Mais je pense quand même que le décret Crémieux a aussi porté une part émancipatrice, même si c'était de manière très dialectique et de manière très négative aussi, pour ce que ça racontait du racisme structurel de l'État français aujourd'hui. Voilà, donc c'est complexe, mais je crois en tout cas que les catégories telles que tu les rappelles ont toute leur pertinence. On ne peut pas du tout les mettre sur le même plan, on ne peut pas dire bon, tout ça finalement c'est de l'antisémitisme. Et encore une fois, la discussion sur le philosémitisme, elle est intéressante, mais elle me semble aussi pouvoir ouvrir une pente relativement glissante. D'autant qu'au-delà de l'antisémitisme d'État, donc qui serait institutionnel, je pense qu'il faut aussi rappeler que le macronisme lui-même n'a pas été exempt d'antisémitisme quand Macron réhabilite Maurras, quand Macron réhabilite Pétain, parle du pays légal et du pays réel. On sait que Darmanin a flirté avec l'Action française. Tu l'as dit tout à l'heure, il a écrit un livre dans lequel il tient des propos clairement antisémites sur les questions sur Napoléon et sa politique avec les Juifs. Donc en effet, j'ai l'impression que, sans même parler de l'antisémitisme institutionnel, on voit que c'est quand même quelque chose de très présent. Et aujourd'hui, se poser en opposition à l'antisémitisme de l'extrême gauche et de l'extrême droite, encore faut-il qu'il y ait une extrême gauche encore vivante, ça relève d'une manipulation qui paraît assez étonnante. Peut-être qu'on peut quand même rappeler à celles et ceux qui nous regardent, écoutent, ce qu'était l'Action française, ce qu'était Maurras, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on répète ça. Darmanin, il a été à l'Action française, il cite Jacques Bainville à l'Assemblée nationale. Mais c'était une monstruosité, l'Action française, du point de vue de son antisémitisme, de son racisme. On peut difficilement imaginer ce que ça signifiait à l'époque. Charles Maurras était, on peut dire, le premier antisémite de France dans des années 1890 aux années 40, 45. D'ailleurs, quand il a été condamné lui-même pour collaborationnisme, etc., Charles Maurras a dit c'est la revanche de Dreyfus. C'est-à-dire que vraiment, il continuait de haïr Dreyfus en tant que juif. Et
l'Action française a structuré l'antisémitisme d'une manière absolument terrible, catastrophique. Donc c'est important de le rappeler, parce que c'est incroyable que les macronistes non seulement se posent en donneurs de leçons sur l'antisémitisme, mais se fassent les parangons de vertu en accusant LFI de ce mal-là qu'ils ont eux-mêmes contribué à répandre, en réhabiliter Pétain. Réhabiliter l'antisémite Pétain, qui a très clairement participé et a été complice de la politique génocidaire. C'est monstrueux et on n'en parle jamais comme ça. Donc en fait, de quoi on parle, on pourrait y revenir. On parle des dragons célestes, on parle, on parle de même résiduel, etc. Encore une fois, et d'ailleurs, Mélenchon sur certains points a pu s'excuser, ou là David Guiraud si on y revient. Mais c'est quand même sans commune mesure. Enfin, on est dans une monstruosité presque au sens physique du terme. La tératologie, c'est l'étude des monstres. Il y a une monstruosité politique dont on mesure mal l'ampleur considérable, parce que voilà, c'est pour ça que je ne sais pas si beaucoup de gens savent encore ce qu'est Charles Maurras aujourd'hui, voilà, ou l'Action française. C'était une ligue qui était d'ailleurs royaliste, qui voulait revenir à des rois de France, etc., qui était racialiste, et dans ce racialisme figurait vraiment un antisémitisme crasse, virulent, terrible. Et cette monstruosité, juste je me permets, cette monstruosité, on la sent aussi quand on entend Marine Le Pen qui parle de stigmatisation des juifs depuis des mois par l'extrême gauche, ou Jordan Bardella qui dénonce depuis quelques semaines un antisémitisme d'atmosphère, alors même que le Rassemblement national a un génome antisémite fondamental. Il a été fondé par des nazis, par des gens qui étaient chasseurs de juifs pendant la collaboration, le père fondateur, Le Pen père donc, qui parlait de la Shoah comme un point de détail de l'histoire, qui a édité un livre qui s'intitulait quand même 6 millions de morts, le sont-ils réellement, d'ailleurs condamné par la justice pour ça, et c'est donc assez étonnant de voir Macron mettre dos à dos LFI et le Rassemblement national au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Même pas dos à dos, puisque là maintenant ils sont très clairs. La Macronie, quand Prisca Thévenot, qui est la porte-parole du gouvernement, dit qu'ils feront barrage au nouveau Front populaire, quand Aurore Berger dit que le meilleur rempart au Front populaire, au nouveau Front populaire, ce n'est pas le RN, c'est eux, donc c'est même pas mettre dos à dos. C'est dire, il faut faire barrage à qui ? Voilà, à cette gauche rassemblée. Voilà. Donc ça, c'est en effet vraiment terrible. Adam, tu voulais réagir ? Moi, un petit peu avant, c'était aussi, ce qui est intéressant de voir chez les politiques, c'est leur manière d'évoluer. Parce que de toute manière, ils ne sont pas parfaits en matière d'antiracisme, en matière d'antisémitisme. Mais c'est quand même assez marrant de voir donc, les représentants du Rassemblement national, quand en gros on leur reproche d'être antisémite, de dire simplement non, je ne le suis pas, et de passer à d'autres questions. Alors que justement, ce qui est assez intéressant, au moins dans les instituts de ce qu'on appelle la gauche, mais principalement de la France insoumise, c'est de travailler le problème, c'est justement de revenir dessus, d'ailleurs parfois s'excuser, de comprendre en quoi certains propos ont pu être choquants, ont pu toucher des personnes, et même de plus en plus travailler ces concepts-là. Et même, d'ailleurs, pour parler au sein de la gauche, il y a le pacte qui a été fait pour la création du nouveau Front populaire. Je crois qu'il a été demandé donc à la LFI de faire des stages pour la lutte contre l'antisémitisme, comme si donc le PS, ELV ou Place Publique, eux, ne colportaient aucune once d'antisémitisme. Mais le point surtout, nous, ce qui nous importe, c'est le travail sur ces questions. Et il y a des partis qui n'en font aucun et qui ne veulent même pas rentrer dans ce travail. Enfin, moi, c'est surtout là-dedans. Outre que, en fait, structurellement, ce que veut mettre en place le Rassemblement national et ce que met plus ou moins déjà en place la Macronie sont des structures oppressives qui, de toute manière, vont créer sont racistes. Et encore une fois, l'antisémitisme ne peut pas... la lutte contre l'antisémitisme ne gagnera jamais si elle ne s'accorde pas dans la lutte antiracisme pour tous. Parce que c'est par une émancipation de tous qu'on arrivera simplement à émanciper les juifs comme minorité.
et qu'ils pourront reprendre leur destin. C'est pas en gros sur le dos des autres. On ne peut pas faire un sevrage des autres minorités en portant les juifs et en les mettant ailleurs, ce que fait d'ailleurs le sionisme par exemple, et en détruisant d'autres populations. Juste, pardon, non, pas du tout, mais au contraire, ce que tu viens de dire sur les stages m'a rappelé cette aberration aussi qui était tellement catastrophique, d'une circulaire de Dupond-Moretti comme garde des Sceaux il y a quelques années, adressée aux magistrats, aux procureurs, à propos de BDS, donc la politique boycott, désinvestissement, sanctions contre Israël. Et il avait dit que non seulement il fallait condamner, donc il y avait une forme de criminalisation de BDS, mais qu'il fallait aussi faire ce qu'il appelait, hein, accrochez-vous, c'est horrible, des stages Shoah à ceux qui étaient condamnés en raison de leur campagne BDS. Et en fait, quand on sait, par ailleurs, enfin déjà c'est terrible, et quand on connaît les camarades qui participent à cette campagne BDS, beaucoup sont directement les descendants de victimes, soit de rescapés, soit de personnes qui sont mortes dans le génocide, la politique d'extermination génocidaire des nazis avec des complices français, notamment. Enfin, c'est quand même... il y a quand même une monstruosité absolue. Je voulais revenir aussi sur Marine Le Pen, parce qu'il y a son père, en effet, mais par exemple, elle a été élevée, la vidéo est ressortie de l'interview de sa mère, elle a été élevée dans une affection pour Hitler. Sa mère, là, rappelait qu'il l'appelait Tonton Dolphy, Hitler. Tonton Dolphy, oui, voilà, c'est ça. Bon, voilà. Et la dernière chose que je voulais dire en écho à vos remarques, questions, réflexions, etc., c'est sur la question de l'antisémitisme, et bien sûr une forme de racisme. Et alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, avec le travail que tu mentionnais? Et je pense qu'on n'en fait jamais assez. Enfin, je crois que ce qui est reproché, par exemple, à certains cadres de LFI qui ont tenu des propos qui ont pu heurter, c'est, soyez plus humbles, en fait. Reconnaissez davantage, excusez-vous, essayez de comprendre ce qui s'est passé, et même sur Gaza, on va pouvoir peut-être y revenir précisément, mais soyez plus humbles. Mais certaines et certains camarades disent, il faut complètement désexceptionnaliser l'antisémitisme. Dire, voilà, l'antisémitisme, c'est du racisme, et il doit être combattu au même titre que tous les racismes. Et d'autres, qui sont, à mes yeux, tout autant des camarades, qui disent, il y a une singularité de l'antisémitisme, et notamment parce que il pourrait être trop noyé, enfin la lutte contre l'antisémitisme pourrait être trop noyée ou trop diluée dans une lutte plus générale contre le racisme, et que donc il faudrait pouvoir à chaque fois mentionner que on est contre le racisme et donc contre l'antisémitisme. C'est une discussion stratégique, moi j'ai pas la réponse, je peux pas trancher. Ça, le point, c'est justement ça, c'est stratégique. Mais donc, encore une fois, parce qu'il y a plein d'autres racismes qui sont noyés dans des combats antiracistes. Ce qui est fou de voir, c'est que la Shoah n'a pas amené que des juifs dans les camps. Ils ont amené tout un tas d'autres minorités dont on n'a fait aucun travail antiraciste. Les communautés des gens du voyage. Mais il y a un racisme d'État, pas seulement systématique. Il y a une volonté il y a cette idée qu'ils ne sont pas chez eux. Il y a aucune politique publique même c'est pas d'intégration, mais même juste d'aide ou de mise en place de certains, mais juste des places de parking. Je me souviens qu'à Lyon, ils ont coupé l'eau. Quand une communauté de gens du voyage se sont posés dans un parking. C'est aberrant. Et en fait, on peut parler de stratégie pour combattre l'antisémitisme. Mais en fait, tant qu'on n'aura pas vraiment combattu structurellement le racisme, je pense vraiment que ce combat sera vain. Parce que on aura vaincu un racisme. Mais la structure raciste, elle sera toujours en place. Et donc elle attaquera simplement d'autres communautés. Justement, est-ce que vous trouvez que le programme du nouveau Front Populaire signé par l'ensemble de ces candidats, qui dénonce les massacres terroristes du Hamas, qui appelle à la libération des otages, qui affirme que la parole, les actes racistes, antisémites et islamophobes se propagent dans toute la société, qui appelle à la création d'un plan interministériel pour prévenir et lutter contre l'antisémitisme, notamment à l'école, est-ce que vous trouvez que c'est assez ambitieux? Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux comme programme pour réellement lutter contre la fascisation des esprits, contre l'extrême droite, contre cet antisémitisme et ce racisme qui flottent et qui sont très présents dans la société française?
et dans nos institutions. Un petit peu pour reprendre ce que tu disais, c'est jamais assez de toute manière. Ouais. Je crois que c'est très, c'est faisable au moins. C'est quelque chose qui politiquement et qui, après je suis pas un très grand politicien, je connais pas toutes les instances, mais qui au moins pourrait passer pour la plupart et qui d'ailleurs, aura la majorité. Mais oui, c'est pas assez. Il y a énormément d'autres actions à faire. Notamment, on a parlé que culturellement, les médias ont gagné sur beaucoup de points par rapport justement à l'assimilation des juifs sur plein de points et à l'utilisation en porte-à-faux cet antisémitisme structurel. L'un des points déjà, c'est je sais pas comment on dit, mais la déconstruction ou simplement l'interdiction de la centralisation des médias. Juste ça, c'est combattre l'antisémitisme et le racisme, parce qu'aujourd'hui on voit que le racisme se propage de manière claire et assumée par des journalistes, par des personnalités publiques. Et déjà, combattre c'est des propositions que je donne, je ne suis pas non plus politicien et je ne crois pas que c'est ma place. Mais en fait, moi je pense surtout que ce qui est important avec le nouveau Front populaire, dans son combat antiraciste, c'est de donner plus de voix et de donner plus de place, je ne sais pas de moyens directement, mais aux associations antiracistes qui existent déjà et qui sont sur place. Parce que je pense vraiment que le combat contre le racisme ne peut pas venir d'en haut. Il ne sera fait qu'en fait par la société elle-même, qui elle, si on lui donne les capacités de le faire, c'est-à-dire en fait la déconstruction de l'apartheid social, de l'ostracisation de certaines communautés, rien que des meilleures conditions de vie, même ça va juste augmenter ça va combattre tous les racismes assez simplement. Et je m'arrêterai là. Ouais, mais je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire, Alain, en fait, sur à la fois les médias, oui, c'est... Là aussi, pardon, j'ai beaucoup le mot monstrueux à la bouche, mais on ne sait même plus quel mot trouver devant tout cet abominable-là, et cette façon dont le racisme se répand, mais pas seulement dans les médias bolloréens, en fait. Non, pas du tout. Dans le service public, c'est ça aussi. J'ai en tête un échange entre le numéro 3 du RN, Jacobelli, et Alix Bouillaguet, c'était sur France Télévisions, voilà. Et il lui parle des Français issus de l'immigration, et elle dit... Oui, ils sont français, il faut faire avec. Il y a plein de choses qui sont de cet ordre, sur la validation, par exemple, d'un supposé problème migratoire, comment il appelle ça, Bardella, la submersion migratoire. Et en fait, jamais, véritablement, les journalistes qui l'interrogent essaient de déconstruire cette vision-là. Donc ça, c'est catastrophique. Et l'autre chose qui est très très juste, c'est l'auto-organisation. Comme tu dis, l'auto-organisation à la base. J'ai pas de modèle ou de fétiche politique, mais quand même, il y a une expérience historique qui me tient énormément à cœur, c'est la Commune de Paris en 1871. Et qu'est-ce que c'était ? C'était pas un État à proprement parler, c'était une sorte de puissance publique avec une forme d'élection de démocratie directe, mais qui, donc cette assemblée de la Commune, elle travaillait tout le temps avec les associations, avec les mutuelles, avec les coopératives, avec toutes ces organisations populaires ouvrières à la base sur tous les sujets. C'était de là, et notamment par le biais par ailleurs des expropriations, des formes autogestionnaires, même si c'était pas le mot qui était utilisé. Là c'est pareil sur les associations antiracistes, de lutte contre tous les racismes et dont la lutte contre l'antisémitisme. C'est de là que ça doit venir, et par une aide concrètement de la puissance publique que dès lors nous représentons, à partir du moment où il y a des délégués mandatés, révocables, etc., une aide concrète qui soit apportée à cette auto-organisation à la base. Et bien évidemment que une politique émancipatrice, de justice, d'équité, d'égalité pourrait permettre en tout premier lieu de lutter contre le racisme. C'est vrai que ce qui est terrible, et là de plus en plus c'est documenté, c'est que les électrices et électeurs du RN sont racistes. Sont vraiment profondément, structurellement racistes. Il y a un excellent bouquin, Félicien Faury, un sociologue, dans Des électeurs ordinaires, qui le montre. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de tourner autour du pot. Voilà, oui, il y a un racisme structurel, qu'il y a un racisme systémique dans l'ensemble de la société, on l'a rappelé ô combien. Donc, ils n'en sont pas les seuls porteurs, mais en l'occurrence, leur motivation, c'est ça, et avec une sorte de résignation du « c'est comme ça, ça ne va pas changer, il y aura des riches, des pauvres, et c'est même pas le problème. Il y aura une logique, alors eux, ils ne le disent pas comme ça, mais une logique de prédation du capital, d'exploitation, de pillage, etc. Mais c'est plus vraiment le problème à leurs yeux,
puisqu'ils entérinent que c'est comme ça. Mais en revanche, ce qu'ils veulent, c'est qu'au moins payent des boucs émissaires. Et donc, même si eux, leurs conditions peut-être ne va pas même changer, il faut que les autres payent ceux qui leur ressemblent, en fait, dans leurs conditions de vie et qu'ils côtoient dans leur existence quotidienne, mais qui peuvent avoir une couleur de peau, des origines différentes. Et ça, c'est catastrophique. Et donc là c'est vrai que la responsabilité est immense, mais c'est la nécessité de dire mais non, en fait, c'est comme ça. Par exemple, le capitalisme, c'est une petite séquence de l'histoire de l'humanité, de se référer à du profit, de la propriété privée, de tout, de l'exploitation, etc. Du fait que voilà, c'est l'argent et le capital qui est le critère central des existences dans ce système. C'est très minoritaire dans l'histoire de l'humanité. Donc voilà, on peut faire autrement. Il y a plein de sociétés qui l'ont montré, il y a plein de sociétés qui essaient de le montrer, plein d'expérimentations aussi. Et donc il faut sortir de cette logique de la résignation délétère, vraiment mortifère, quoi. Tu veux réagir ? Non, c'est trop bien. Sinon, moi, j'ai une question. Parce que, alors, sur le plan structurel, donc j'entends ce que vous dites, auto-organisation, éducation populaire. Mais pour le cas plus précis là, de la séquence dans laquelle on est, on a vu que, donc, comme je l'ai dit, depuis le 7 octobre, les attaques antisémites ont énormément augmenté. Et on a l'impression d'être un peu coincé dans cette importation du conflit israélo-palestinien qui, à la fois, donc, fait augmenter les actes antisémites et en même temps, chaque fois qu'on s'oppose sur le plan théorique au génocide en cours, qu'on essaye de lutter pour les droits du peuple palestinien à disposer de lui-même, on se fait taxer d'antisémitisme. Comment est-ce qu'on peut sortir ? Comment est-ce que la gauche peut sortir de cet étau ? Est-ce qu'il faudrait pas, c'est peut-être, enfin c'est mon hypothèse de départ, est-ce qu'il faudrait pas sortir de l'idée qu'il y a une opposition entre les sionistes et les antisionistes, comme si en fait il y avait ceux qui voulaient la disparition pure et simple de l'État d'Israël face à ceux qui voudraient au contraire que l'État d'Israël fasse le grand Israël et supprime les Palestiniens. Est-ce que nous en France on n'est pas un peu prisonniers par cette opposition, alors qu'en fait on sait à gauche que par exemple l'état binational c'est quelque chose qui est à la fois sioniste et et pro-palestinien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un petit point, je pense, sur la question du sionisme. Si on ne porte pas le projet politique d'un pouvoir juif, donc c'est-à-dire une majorité juive ou un pouvoir qui aide les juifs sur un territoire, si on n'est pas pour ça, alors on n'est pas sioniste, clairement. Et donc l'idée, après, nous, bien sûr, on est pour le démantèlement en fait des cadres, des structures sionistes, donc des structures d'apartheid qui font qu'il y a une oppression parce qu'on doit maintenir ce pouvoir juif. Mais si on n'est pas pour ça, oui, on n'est pas sioniste et on ne, en gros, on ne court pas. Mais, en tout cas, le petit moment politique, ou en tout cas de débat dans lequel on est, c'est que la plupart des mouvements qui se disaient justement pour l'émancipation des deux peuples, pour la question des deux États, en fait c'est sclérosé dans une vision sioniste, dans l'idée qu'il faut sauver cet État d'Israël qui est la seule démocratie du Moyen-Orient, qui a des valeurs alors que cette proposition est quand même basée sur l'oppression d'une population par rapport à un autre, sur l'idée que moi, qui ne suis pas israélien, j'ai de la famille en Israël, mais moi j'aurais plus de droits d'aller en Israël, de demander mon passeport, d'aller sur cette terre, la Palestine, que Rima Hassan par exemple, dont toute sa famille vient de là-bas. Et tant qu'on sort pas, en fait la première question à régler sur cette position, et je crois que je m'égare un petit peu parce que je reviens trop sur le sionisme, c'est la question des réfugiés palestiniens. Et pour être un petit peu clair là-dessus, c'est que tant qu'on n'est pas pour le retour des réfugiés palestiniens, tant qu'on n'est pas pour, alors on reste sioniste. Et alors il y aura toujours des dissensions entre nous parce que fondamentalement le projet politique est un projet d'apartheid, même de manière résiduelle, on peut le dire, parce que il reste toujours un apartheid à tous les niveaux si on ne pose pas cette question et si on ne porte pas le retour des réfugiés palestiniens. Voilà, je vais le faire comme ça. Mais pour repréciser ma question, est-ce qu'on pourrait pas trouver un autre terme que antisionisme ?
sachant que l'antisionisme, de par son histoire, a pris tellement de sens différents que ça peut être utilisé, c'est instrumentalisé par une partie de la droite et de l'extrême droite pour dire ah bah vous êtes antisioniste donc vous êtes antisémite. Est-ce qu'en fait on pourrait pas se passer de ce terme d'antisioniste pour parler par exemple de je sais pas d'être pour la paix, d'être pro droits humains, je sais pas de choses qui rassembleraient peut-être plus à gauche. Désolé de garder un petit peu la parole. Non, vas-y. Mais c'est le point le plus central. Tant qu'on ne porte pas cette idée de désioniser cet état de la mer au Jourdain, alors oui, on ne porte pas de vocation humaniste. C'est clair. Alors oui, on pense que sur cette terre, il y a un peuple qui mérite plus qu'un autre. C'est juste clair. Après que le nom de cet état se nomme Israël, Palestine, autre chose, j'en ai rien à foutre. Excusez-moi pour mon langage. Mais ce sera coupé. C'est vrai. Mais non, mais dans le sens, c'est que oui, il faut simplement une justice pour tous les habitants de cette terre. Et la justice implique la réparation du mal qui a été fait pendant maintenant plus de 100 ans. Enfin, non, pas plus de 100 ans, mais bon. Non, mais ça, on est totalement d'accord. Mais non, mais alors, il y a bien une différence parce que oui, les autres groupes de gauche portent encore cette proposition que oui, il doit avoir un État juif. Et je vais juste faire une petite parenthèse sur une spécificité du judaïsme que le sionisme pervertit, c'est que non, le sionisme ne peut pas être nationaliste parce que le nationalisme, c'est la perte justement de la diversité de la création juive. Et assimiler en fait le destin du judaïsme à un État, c'est que quand cet État disparaîtra, et cet État, en tant que, dans ses structures aujourd'hui, va disparaître. Quand il disparaîtra, si on a assimilé totalement ici, nous, on n'a pas réussi à porter une voix juive antisioniste, réellement antisioniste, bah, le judaïsme va disparaître. Donc, simplement pour dire que nous, notre combat d'être antisioniste, il est porté par notre judaïsme et pour la préservation de notre judaïsme. Je commence à devenir un peu émotif, je m'en excuse. Mais non, on ne peut pas nous enlever ce terme d'antisionisme par stratégie, parce que c'est quelque chose de central. C'est la première réaction que tous les juifs en diaspora ont eue, c'est d'être antisioniste, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas se réduire à une seule identité, parce que en fait, la compréhension de peuple que crée la modernité n'est pas celle qui a été véhiculée pendant 2000 ans par la population juive. Et cette assimilation dans la modernité, si elle continue, et si justement on nous enlève la possibilité d'être antisioniste à des fins stratégiques, excuse-moi de le dire, mais on perdra quelque chose, et au final, on perdra la proposition de diasporique du judaïsme d'être anti-étatique à tout moment. Voilà. Ludivine, déjà, la base, à mes yeux, c'est que l'État d'Israël n'a rien à voir avec les Juives et les Juifs du monde entier et d'ici. Parce que, c'est vrai que c'est l'accusation, tu parlais, je vais revenir sur cette formule parce que je l'aime pas, que tu as employé l'importation du conflit israélo-palestinien, et donc ça serait à cause de ça qu'il y aurait des problèmes d'antisémitisme et des problèmes, d'accusation aussi d'antisémitisme. Donc ça c'est quand même la base, c'est vraiment quand on critique l'État d'Israël, qu'il s'agisse d'Israël comme État et comme son origine, qu'il s'agisse d'Israël depuis, 1967, qu'il s'agisse de la politique d'un gouvernement d'extrême droite, fasciste, Netanyahou, ça n'a rien à voir avec les personnes juives et juifs. Donc il faut complètement dissocier cette critique de l'État, de la judéité, du judaïsme, et dès lors de cette accusation d'antisémitisme. Ça, pour moi, c'est la base. Ensuite, comme on le sait, les positions, à la fois dans l'histoire du judaïsme, et moi je comprends ta position, Adam, et en fait, moi, n'étant pas juive, même si j'ai une partie de ma famille qui l'est, mais voilà, je n'ai pas la même légitimité et pas du coup le même point de vue à parler. Donc j'entends absolument ce que tu dis, et ça me semble très fort, très très important. Mais je pense que les positions sont très diverses, évidemment, et les positions à gauche par rapport à Israël sont elles-mêmes très diverses, et qu'il faut les rappeler en considérant que ça fait partie, malgré tout, d'un ensemble commun. Alors, par rapport déjà à Israël, j'entendais encore lors d'une discussion qu'on a menée au Poste avec David Dufresne, Jérémy Rubenstein, qui est un des signataires de l'article qu'on a mentionné là, qui est publié au Poste, qui est historien, et lui dit
ben moi je suis sioniste, j'ai toujours été sioniste, mais en fait le but pour moi de constituer un État qui répare, justement, qui répare du génocide, qui répare de la Shoah et qui nous protège, c'est pas du tout en Palestine. Voilà, l'État que je conçois, c'est pas en Palestine. Il a dit ça, il a dit, c'est en Allemagne. C'est en Bavière. Voilà, il faut faire payer. Non, mais c'est une position. Non, mais en fait, il n'est pas la seule. Je le cite, non pas parce que j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Jérémy Rubenstein, donc je le cite, mais par ailleurs, si je le cite, c'est qu'il n'est vraiment pas le seul. C'est une position minoritaire, mais il n'est pas le seul à la tenir. Donc pour lui, le sionisme, c'est cette forme-là. C'est-à-dire, et ça, je pense qu'il faut quand même l'entendre, même si... Tu vois, même n'étant pas juive, mais je me reconnais vraiment très très largement dans ce que tu dis, bien sûr. Mais j'entends aussi des personnes qui se disent, moi j'ai besoin en fait d'un lieu de protection. Et peut-être que la gauche n'entend pas suffisamment ça. Que peut-être que la gauche ne veut pas du tout avoir cette forme d'écoute, et j'allais dire presque... Alors, de compassion, mais compassion, c'est pas un terme condescendant, c'est pas un terme paternaliste, et c'est pas un terme victimaire, c'est le fait d'être avec et d'être en solidarité quand même avec. Donc, il y a cette dimension. Après, bien évidemment qu'il y a deux positions sur la situation en Palestine, et ces deux positions, dans une certaine mesure, elles sont... acceptable, hein. Et en aucun cas on ne peut traiter l'une d'antisémite comme c'est le cas à propos notamment de Rima Hassan quand elle dit bah oui, la Palestine libre du fleuve à la mer, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pas du tout comme les détracteurs affreux cherchent à le faire croire que les Juifs n'auraient plus leur place sur cette terre. Ouais, c'est une terre où coexistent dans la justice et dans l'égalité les deux peuples, comme c'était en grande partie le cas avant la naissance d'Israël. C'est donc un État binational, et ce que rappelle régulièrement Rima Hassan, tout simplement, quand on lui dit, mais de toute façon, quand bien même ça serait éventuellement une hypothèse de justice, c'est une utopie. Elle dit, en Afrique du Sud, c'est ce qui s'est passé. On n'aurait jamais imaginé, moi je suis suffisamment âgée pour savoir ce qu'était, enfin voilà, et me souvenir des luttes contre l'apartheid, ce qu'était l'apartheid en Afrique du Sud. Et on n'aurait jamais imaginé, bon, même s'il y a des difficultés aujourd'hui, mais voilà, il y a voilà, cette espèce de réconciliation post-apartheid. Bon. Et puis, il y a la solution de les deux États. Mais là, ça devient très difficile, cette solution, c'est que, bon, moi, j'y vais en Cisjordanie, j'ai des camarades et des amis qui sont parmi les plus chers. Comment faire? Enfin, qu'est-ce que c'est actuellement la Cisjordanie? C'est évidemment que c'est un apartheid. Enfin, dès qu'on sort dans la rue, sur les routes, etc., on sait, c'est tellement oppressant. Et même moi, y aller comme ça, 10 jours, 15 jours, etc., c'est oppressant, alors que je ne suis ni arabe, ni donc palestinienne, et je le ressens comme tel. Donc voilà, et donc qu'est-ce que ça signifierait concrètement? Et puis en plus, les hypocrites là, qui nous disent, oui, on est pour la solution à deux États, etc., je parle des macronistes là, qui ne veulent pas de toute façon, qui s'opposent à la reconnaissance de l'État palestinien. Macron dit, c'est pas le moment, etc. Enfin, c'est quand même catastrophique. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ta question, Émile, c'est... l'importation, on aurait un problème, c'est pas tout à fait ce que tu dis, hein, je déforme un peu, mais avec quand je parlais de l'importation, je pensais surtout à l'augmentation des actes antisémites qui sont passés de 50 par mois à 500 par mois à partir du 7 octobre. C'est en ça que je parlais de l'importation. Oui, c'est vrai qu'il y a un lien. Disons que c'est plutôt une réflexion. D'accord, mais nous sommes contemporains de ce que désormais une commission de l'ONU appelle une politique d'extermination. Une politique de torture, de barbarie, de transfert d'enfants, une politique de crime contre l'humanité. C'est ce que dit tout récemment une des commissions de l'ONU. Et nous sommes contemporains d'un génocide. Moi, je pense qu'on peut reprendre le terme. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas une historienne spécialiste de ces questions, mais j'ai beaucoup lu en particulier des historiennes et historiens, dont des historiens israéliens, Amos Goldberg, par exemple, Omer Bartov, qui est israélo-américain, états-unien, Raz Segal, qui sont d'excellents spécialistes de l'histoire des génocides, de l'histoire de la Shoah, qui disent
qu'il s'agit d'un génocide. Omer Bertov dit non seulement, et Amos Goldberg aussi, qui enseigne l'histoire à Jérusalem, qui est reconnu comme un des meilleurs spécialistes israéliens de l'histoire des génocides, et qui dit non seulement c'est indéniable qu'il s'agisse d'un génocide, mais nous pouvons le démontrer en particulier quant à l'intentionnalité. Ouais. Il y a énormément de juristes qui le disent. Donc, il y a des personnes qui disent bah, je sais pas, peut-être qu'on peut pas encore le savoir. Ça, je respecte ça. Mais ce que j'ai en horreur, ce sont les gens qui balayent ça d'un revers de main avec une désinvolture honteuse et qui disent, en répétant que c'est un génocide, vous alimentez l'antisémitisme. C'est monstrueux. Et il y a eu d'ailleurs une tribune il y a quelques jours, le 21 juin, dans Le Monde, signée d'historiennes et historiens, bien installés notamment à l'EHESS et pas seulement, l'école des hautes études en sciences sociales, parmi lesquels il y a un signataire qui était dans mon jury de thèse, Stéphane Audouin-Rousseau, qui est un très très bon historien de la Première Guerre mondiale et de manière générale de l'anthropologie historique des conflits et des guerres, qui est un grand spécialiste de la violence de guerre et de la violence anthropologique. Stéphane Audouin-Rousseau a écrit un livre magnifique, un petit bijou terrible, qui s'appelle « Une initiation », paru en 2017. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Il explique son interrogation terrible, vertigineuse, autocritique vraiment très impressionnante de justesse et de prise de conscience et d'honnêteté. Personne ne le fait à part lui. Il dit, voilà, pendant le génocide des Tutsis au Rwanda, j'étais déjà un homme d'âge mûr, j'étais déjà un historien des violences, de la guerre, etc. Et je n'ai pas vu, je n'ai pas considéré le génocide des Tutsis. Je ne l'ai pas perçu comme tel. Je me suis dit, c'était encore une histoire de tribu africaine. Et donc il dit, c'est mon inconscient sans doute, ou ma conscience raciste, qui parlait là, dans mon aveuglement. Et cet homme, pour qui par ailleurs j'ai de l'admiration quant à son travail d'historien, cet homme signe une tribune où il accuse la gauche radicale, il nous accuse de répandre l'antisémitisme parce que nous parlons d'un génocide. Mais moi, je ne veux pas devenir un Stéphane Audouin-Rousseau qui, dans 20 ans, écrira un livre « Pardon, je n'avais pas compris, je n'avais pas vu, parce que la population gazaoui ne m'en portait pas suffisamment en raison de mon inconscient raciste. Je ne veux pas devenir ça. Et personne d'entre nous ne veut le devenir. » Donc, qu'il s'agisse d'un génocide sur le plan historique, éthique, juridique, enfin, quelles que soient les catégories que l'on veut mobiliser pour définir ça comme un génocide, moi, je ne prétends pas trancher le débat, mais j'interpelle aussi, enfin j'interpelle, moi, mais en tout cas, on essaie d'interpeller, y compris celles et ceux qui nous entourent, mais aussi, par ailleurs, les médias, qui, en invitant Sophia Aram, vous savez, qui dit « Non mais n'importe quoi, ceux qui disent que c'est un génocide, mais c'est vraiment du délire cosmique, etc. » Mais de quel droit ? De quel droit ? Est-ce qu'elle va dire à Amos Goldberg qu'il est antisémite et qu'il répand l'antisémitisme ? Est-ce qu'elle va dire à Ras Segal, à Craig Mokhiber qui a démissionné de ses responsabilités de l'ONU parce qu'il a parlé de génocide, à Ras Segal qui a parlé d'un cas d'école de génocide ? Mais de quel droit ? Donc il faut travailler, il faut discuter sereinement et surtout se mobiliser. On ne le fait même pas assez en fait. Et donc c'est pour ça que je suis contre la formule d'importation du conflit israélo-palestinien, parce que on est contemporain de ça, et on n'en fait vraiment pas assez. Et tant pis pour ceux qui nous disent « Oui, mais là, attention, c'est pas la question, parce qu'il y a des enjeux nationaux. » Tant pis, c'est notre conscience qui parle. Pardon, c'est peut-être un peu grandiloquent, mais je sais pas, je crois que, vu la gravité de la situation, c'est tellement abominable qu'on peut pas être grandiloquent. C'est une question d'humanité, quoi. Une question de notre rapport à l'histoire, et tant pis si on nous accuse de trop en parler.